Bon, merci d'assister à cette conférence. Donc, j'ai changé un petit peu le titre. Un titre peut-être un petit peu plus ambitieux, c'est comment arriver à l'intelligence artificielle de niveau humain. J'aime pas le terme intelligence générale, parce que je pense que l'intelligence humaine elle-même est spécialisée, et l'intelligence n'est pas quelque chose de linéaire, mais plutôt quelque chose de multidimensionnel, dans lequel on peut peut-être mesurer la capacité d'un agent dans plusieurs dimensions, plusieurs compétences. C'est une collection de compétences et de capacités à en acquérir de nouvelles, mais pas vraiment une mesure linéaire. Alors, ce que je vais essayer de proposer, c'est une architecture et un ensemble de techniques sous-jacentes qui peut-être nous permettraient d'arriver à l'intelligence de niveau humain, et qui permettrait aussi de rendre ces systèmes contrôlables et fiables, qui n'est pas le cas en fait de la plupart des systèmes dont tout le monde parle en ce moment. Alors, la première chose qu'il faut constater, c'est que le machine learning, ça ne marche pas très bien quand on le compare à ce dont sont capables les humains et les animaux, et les autres animaux. Évidemment, une grande partie de l'apprentissage automatique est dominée par l'apprentissage supervisé, quelques applications d'apprentissage par renforcement, mais pas énormément en fait, parce que c'est très inefficace. Et puis, depuis plusieurs années, une émergence de l'apprentissage autosupervisé qui, en fait, a fait le succès des systèmes de compréhension de la langue naturelle, ainsi que des modèles génératifs d'images. Et puis, depuis peu, l'apprentissage de représentation pour l'image. J'en parlerai un peu. Mais ces systèmes sont encore assez spécialisés et assez vulnérables. Ils font des erreurs un peu stupides. Ils n'ont pas de capacité de raisonnement et de planification pour l'instant. En fait, ça a été assez démontré. Comparé aux animaux et aux humains qui peuvent apprendre de nouvelles tâches extrêmement rapidement, et puis qui ont une sorte de sens commun et qui est constitué de l'accumulation de toute la connaissance de comment fonctionne le monde, en fait, par observation et interaction avec le monde. Et on n'a pas l'équivalent avec les machines pour l'instant, même dans le cas des systèmes autorégressifs de modélisation de la langue. Là, donc, c'est Autoregressive Large Language Models en anglais, ARLLM. Je vais utiliser le mot plusieurs fois par la suite. Donc, les humains et les animaux comprennent comment fonctionne le monde, peuvent prédire les conséquences de leurs actions, ce qui leur permet de planifier, et peuvent exécuter des chaînes de raisonnement et réfléchir à un problème pendant un temps en principe illimité, ce qui n'est pas le cas des LLM actuels, par exemple. Et peuvent aussi planifier des tâches complexes en les décomposant en sous-tâches. Alors, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que l'apprentissage autosupervisé est devenu un petit peu dominant, particulièrement en NLP, mais aussi ça commence un peu en vision, et puis certainement aussi en texte et en speech, en parole. L'idée de base de l'apprentissage autosupervisé, c'est de capturer les dépendances entre des parties diverses d'une entrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation claire entre entrée et sortie, il n'y a que des entrées, donc pas besoin de supervision. Et ce que doit faire le système, c'est capturer les dépendances mutuelles entre les différentes parties de l'entrée. Donc un exemple, c'est la prédiction vidéo. On montre un morceau de vidéo à une machine, et puis on lui demande de prédire d'une certaine manière ce qui va se passer par la suite dans la vidéo. Et puis on révèle ce qui se passe, et le système s'ajuste pour améliorer sa prédiction. Alors, comme je vais le dire plus tard, prédiction ne veut pas dire forcément prédire tous les pixels de la vidéo, mais peut vouloir dire capturer des dépendances sans nécessairement prédire tous les détails. La prédiction ne se passe pas forcément dans le futur, mais peut être une prédiction du passé à partir du présent, ou la partie droite de l'image à partir de la partie gauche. Ce n'est pas spécifique à l'image non plus, ça peut être du texte, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà les bases de l'apprentissage autosupervisé dans sa forme la plus crue. Et force est de constater que ce genre de technique a eu un succès absolument extraordinaire dans le contexte de la compréhension de la langue, en démarrant avec les modèles BERT, mais en fait, il y a une histoire qui remonte assez loin aux travaux de Colbert et Weston du début des années 2010, aux alentours de 2010. Avec un article au titre un peu provocateur
Natural Language Processing almost from scratch, dans lequel ils entraînaient en fait un système autosupervisé à extraire des représentations de texte. Et leur idée, qui est en fait dérivée de ce qu'on appelle les auto-encodeurs autorégressifs, bien que leur architecture n'était pas un auto-encodeur, c'est auto-encodeur, pas autorégressif du tout, mais débruiteur, voilà. Donc l'idée est de prendre un texte, par exemple, donc une fenêtre sur un corpus, et de corrompre ce texte. On peut faire ça avec des images aussi. Donc corrompre, ça veut dire supprimer certains des mots, les remplacer par des marqueurs blancs, ou les substituer. Et puis ensuite, entraîner un gros réseau de neurones à prédire les mots qui manquent. Donc une fonction de coût, de reconstruction, C de Y tilde, ici, qui mesure en fait une espèce de divergence entre les mots reconstruits et les mots qui apparaissent effectivement dans l'entrée non corrompue. Donc ça, c'est un modèle d'apprentissage autosupervisé qui est très populaire dans divers contextes. Et pour le NLP, donc c'était un petit peu inauguré, ou pas trop inauguré, mais en tout cas, ça a ouvert un petit peu les yeux des gens. C'est le système BERT de Google qui utilise des architectures transformeurs de grande taille en fait pour l'auto-encodeur. Et puis le système Roberta qui sort de faire, qui sortait de faire un an plus tard. Et qui utilise cette forme d'innosing auto-encodeur, qu'on appelle ça. Mais bon, on peut utiliser le même genre de technique dans d'autres domaines. Donc ça a eu un gros succès pour la production d'images, de textes, de vidéos, etc. Et ça a conduit, bien sûr, au modèle autorégressif génératif, qui consiste à prendre une séquence d'entrées. Donc les entrées peuvent être des mots ou ce qu'on appelle des tokens, donc des unités qui représentent des morceaux de mots. La première étape que l'on fait subir, c'est les faire passer par une table, lookup table, en fait, qui les transforme en vecteurs. Et cette lookup table est apprise comme fait partie de l'encodeur, en fait. Et donc, on entraîne ces systèmes-là dans les systèmes autorégressifs à prédire le token suivant, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de tokens qui sont dans ce qu'on appelle le prompt. On le passe dans l'encodeur. Ensuite, il y a un prédicteur qui prédit le token suivant ou qui produit une distribution de probabilité sur le token suivant. Et puis, une fois que le système est entraîné, pour prédire, on fait la prédiction autorégressive, c'est-à-dire qu'on prédit le token suivant, ensuite on le décale dans l'entrée, donc on décale tous les tokens dans l'entrée, on inclut le token prédit et on prédit le deuxième token qui suit, etc. Donc c'est la production autorégressive. C'est là-dessus que sont basés les GPT-3, ChatGPT et autres, et bien d'autres modèles avant et depuis. Donc, par exemple, les modèles de fer Blunderbot qui date de plusieurs années, Galactica qui est sorti un petit peu avant ChatGPT, Llama qui est relativement récent et open source, est disponible pour la recherche. Et puis Alpaca qui est une version de Llama qui a été ajustée par Stanford. Chez Google, c'est Lambda et Barb qui est la version produit. Chez DeepMind, il y a Chinchilla et tout un tas d'autres modèles qui sont en train de produire. Et puis, bien sûr, chez OpenAI, ChatGPT, GPT-4, on ne connaît pas l'architecture, mais il y a de bonnes chances de penser que c'est aussi un modèle autorégressif. Donc, la performance de ces systèmes est incroyable, et en partie parce qu'ils sont entraînés sur des quantités de données absolument gigantesques, qui représentent une partie non négligeable de tous les textes présents sur Internet, quelque chose de l'ordre de entre 1000 et 2000 milliards de tokens. Mais ces systèmes, en fait, ont des lacunes énormes. Elles font des erreurs factuelles, des erreurs de logique. Elles sont inconsistantes, elles sont faciles à convaincre. On leur demande, par exemple, combien vaut 2 plus 2. La réponse, en général, est correcte quand l'arithmétique est simple. Le système dit 4, puis on lui dit non, en fait, 2 plus 2, c'est égal à 5. Et la réponse, c'est ah oui, c'est vrai, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Bon, donc
ces systèmes produisent des réponses qui seraient logiques pour un humain de produire, comme continuation du texte qui a été entré, mais il n'y a pas de vérification du fait que la réponse soit correcte ou sensée ou compatible avec le monde sous-jacent. Donc il n'y a pas de connaissance, il y a une connaissance très superficielle en tout cas de la réalité sous-jacente, parce que ces systèmes ne sont entraînés que par du texte. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la majorité de la connaissance humaine, en fait, est complètement non textuelle. C'est-à-dire tout ce qu'on apprend la première année de la vie, ce qui est une quantité absolument gigantesque de connaissances sur le fonctionnement du monde, est entièrement indépendante du langage. C'est aussi le cas, naturellement, de toute la connaissance animale, qui est complètement non textuelle. Donc, ces systèmes, en fait, sont complètement aveugles vis-à-vis d'une grande partie de la connaissance humaine. Mais ça marche très, très bien pour produire du code à partir d'une description textuelle ou produire du texte. Mais bien sûr, c'est un peu halluciné. Donc ça, c'est une blague que mes collègues ont fait. Savez-vous que Yann Lequin a produit un album de rap l'année dernière? On l'a écouté et voilà ce qu'on pensait. Et puis ensuite, le système écrit une critique de mon album de rap supposé. Alors, je ne suis pas vraiment un amateur de rap et certainement pas un producteur de rap. Mais en fait, je suis plutôt un amateur de jazz. Donc, j'ai demandé à mes collègues, est-ce que vous pouvez faire la même chose avec un disque de jazz? Et ils m'ont dit, bah, on a essayé, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de données d'entraînement en fait, de critique de jazz sur Internet. Il y a plein de rap et il n'y a pas beaucoup de jazz. Et donc, je me suis recroquevillé, j'ai pleuré dans un coin. Donc voilà, ça marche très bien, mais ça produit des hallucinations, ou plutôt ce qu'on appellerait en bon anglais des confabulations. Je ne sais pas si le mot existe en français ou s'il y a un équivalent. Ils sont bons pour l'assistance à l'écriture, pour la production d'un brouillon initial, pour ajuster le texte, etc. Mais en fait, se conforment à des espèces de patrons, on peut dire ça comme ça, et produisent très souvent des platitudes et très souvent des choses qui sont fausses. Donc il faut que c'est bien pour l'assistance à l'écriture, mais pas pour l'écriture spontanée. On est assez pris par les capacités de ces systèmes à manipuler la langue, et ça nous fait conclure qu'ils sont intelligents, mais en fait, c'est un peu une illusion. C'est-à-dire que leur compréhension du monde est assez superficielle quand même. Et à cause du fait que notre expérience d'entité intelligente en fait, est limitée aux humains, on associe l'intelligence à la capacité à s'exprimer. Et en fait, c'est faux. Donc, on attribue trop d'intelligence, plus d'intelligence à ces systèmes qu'en fait qu'ils ne méritent. Beaucoup de travaux en ce moment sur l'augmentation de LLM pour utiliser des outils tels que des bases de données, des moteurs de recherche, des calculatrices, etc., des simulateurs. Il n'y a pas encore de recette qui marche complètement, mais beaucoup de travaux sur la question. Mais bon, un problème un petit peu essentiel, c'est qu'à cause de la production autorégressive de tokens, il y a un phénomène qui fait que si on prend l'ensemble de toutes les réponses possibles correspondant à une question, ou l'ensemble de toutes les réponses possibles, en fait, donc de toutes les séquences de tokens possibles, on peut les organiser comme un arbre. Donc un arbre dont le nombre de feuilles croît exponentiellement avec la longueur de la séquence. Et à l'intérieur de cet arbre de toutes les réponses possibles, il y a un sous-arbre qui correspond aux réponses correctes et qui serait acceptable pour la question. Si on imagine qu'il existe une probabilité E pour que à chaque token produit, le système nous fait sortir du sous-arbre correct, représenté en rouge ici. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le système produit des tokens, la probabilité qu'il reste dans le sous-arbre correct décroît
comme 1 moins E à la puissance n. Et ça, c'est une caractéristique de la production autorégressive qu'on ne peut pas résoudre autre qu'en réduisant E. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc il y a une espèce de divergence exponentielle, parce que c'est un espèce de processus de diffusion, et qui n'est pas, qu'on ne peut pas corriger en gardant l'architecture des LLM autorégressifs. Un autre problème des LLM autorégressifs, c'est qu'ils ne sont pas pilotables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur imposer des contraintes sur la réponse. On peut les réentraîner pour essayer de les biaiser vers certains types de réponses et d'autres. C'est ce qu'on fait avec le RLHF, c'est-à-dire du feedback humain qui est utilisé dans un contexte de reinforcement learning ou quelque chose d'autre. Donc tout l'ajustement, le fine-tuning des LLM. Mais on n'a aucune garantie que les critères qu'on utilise pour entraîner le système soient satisfaits au moment de l'utilisation, parce qu'il y a toujours un gap entre la performance sur l'ensemble d'apprentissage et la performance sur un ensemble différent. Et donc, ces systèmes ne sont pas pilotables. Ils ne sont pas pilotables, ils ne sont entraînés que sur la langue et donc une vue très partielle du fonctionnement du monde. Donc ce petit article ici, un article pour un journal de philosophie que j'ai écrit avec un collègue philosophe, Jacob Browning, et dans lequel on décrit certaines des limitations un peu intrinsèques de ces systèmes. D'autres articles produits soit par des gens qui viennent des sciences cognitives. L'article de gauche ici vient de l'équipe de MIT, Josh Tannenbaum, Nancy Kanwisher, etc., qui sont soit dans les neurosciences, soit dans les sciences cognitives, et qui disent que bien que ces systèmes puissent manipuler la langue, en fait, leurs capacités de raisonnement sont très, très limitées. Certaines personnes dans les neurosciences ont dit que les LLM seraient peut-être une espèce de modélisation de l'aire de Wernicke et de Broca dans le cerveau, qui sont deux petites zones dans l'hémisphère gauche qui servent à la compréhension et à la production de la langue, mais en fait ignorent complètement les capacités de raisonnement qui, dans le cerveau humain, sont présentes dans le cortex préfrontal, donc toute la partie antérieure. D'autres articles venant assez souvent de gens qui étaient très présents dans le domaine de l'intelligence artificielle plus classique, c'est-à-dire dans lequel les notions de planification, de raisonnement, résolution de problèmes, etc., étaient assez importantes, donc comme Rao Kambhampati, par exemple, à l'Université d'Arizona, qui a publié une série d'articles montrant que les LLM autorégressifs, en fait, n'ont que des capacités extrêmement limitées de raisonnement. Donc, des systèmes sur lesquels on travaille en ce moment à faire sont des systèmes qui ne sont pas complètement autorégressifs, c'est-à-dire dans lesquels la partie autorégressive est faite pour produire du texte grammaticalement correct, mais dans lequel il y a une forme de raisonnement qui est effectué qui manipule les représentations internes en fait, de la réponse qui doit être produite. Et cette représentation interne est optimisée pour minimiser des fonctions de coût, donc qui sont optimisées au moment de l'inférence, et qui rendent ces systèmes complètement pilotables et qui garantissent un certain degré de sécurité, de non-toxicité, de factualité, si c'est un nom qu'on peut utiliser en français, etc. Donc l'idée là-dedans, c'est on entre une question qu'on passe dans un encodeur qui n'a pas besoin d'être autorégressif. Cette représentation passe par un prédicteur qui prédit une représentation de la réponse. Et ensuite, en fait, on produit une réponse par optimisation, c'est-à-dire les variables Z que vous observez ici sont optimisées, un petit peu comme quand on fait de la planification en commande optimale. On optimise la réponse donc dans un espace continu, donc par méthode de gradient, de manière à minimiser non seulement le coût qui mesure la distance de la représentation à la représentation prédite de la réponse, mais qui aussi minimise une série d'autres coûts, fonctions de coûts, qui puissent garantir la sécurité du système et puis d'autres caractéristiques qu'on veut. Donc, par exemple, l'interlocuteur est
un enfant de 12 ans, est-ce que la phrase qui va être produite est compréhensible par un enfant de 12 ans? Une fois qu'on a cette représentation interne, on la passe par un système autorégressif qui la décode et qui produit le texte. Donc la partie autorégressive, en fait, est assez réduite et n'a pas besoin de faire des prédictions à long terme et de résoudre tout problème. Donc c'est une architecture sur laquelle on travaille. Je ne peux pas vous montrer de résultats encore. Mais on a des résultats dans le domaine de l'image, dont je vais parler un petit peu plus tard. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que, comment est-ce que les humains apprennent en fait comment fonctionne le monde dans les premiers mois, les premières semaines de la vie? Voilà une carte que j'utilise depuis plusieurs années, que j'ai volée à mon collègue Emmanuel Dupoux, qui indique à quel âge, en nombre de mois, les bébés apprennent des concepts de base sur le monde, tels que la permanence des objets, la stabilité des objets, et puis la physique intuitive, c'est-à-dire que les objets qui ne sont pas supportés tombent parce qu'ils sont sujets à la gravité, etc. Donc cette physique intuitive, gravité, inertie et autres, ça prend aux alentours de l'âge de 9 mois. Avant 9 mois, si on montre à un bébé de 6 mois le scénario en bas à gauche, dans lequel une petite voiture est posée sur une plateforme, on pousse la voiture de la plateforme et elle semble flotter dans l'air. C'est évidemment un montage. Les bébés de 6 mois n'y prêtent pas attention. Par contre, les bébés de 10 mois sont très étonnés et regardent la scène comme cette petite fille là au milieu. Et en fait, on peut mesurer leur degré d'étonnement, ce qui permet de savoir si les bébés ont intégré certains concepts. Et c'est peut-être à partir de l'accumulation de ce genre de connaissances, qui n'a rien à voir avec le langage, que se constitue la base de ce qu'on appelle le sens commun. Ce qui permet à n'importe quel enfant de 10 ans d'apprendre à, je sais pas, débarrasser la table du dîner et remplir le lave-vaisselle, et apprendre cette tâche en quelques minutes, et qui permet à n'importe quel adolescent d'apprendre à conduire une voiture en une vingtaine d'heures de pratique, en général sans causer trop d'accidents. Alors qu'on n'a toujours pas de système de conduite complètement autonome de niveau 5. Donc ce que ça nous dit, c'est que dans les approches actuelles de l'apprentissage et de l'IA, il nous manque quelque chose de vraiment essentiel par rapport à l'apprentissage humain et animal. Donc ça me conduit à faire une liste de certains défis auxquels fait face l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. L'apprentissage de représentation et de modèles prédictifs du monde, qu'on peut faire à partir d'apprentissage autosupervisé, je vais en parler un peu après. Et puis l'apprentissage de raisonnement. Les psychologues en fait, classifient le type d'action qu'exécutent les humains en termes de système 1, système 2. Système 1, c'est des tâches qu'on accomplit automatiquement sans avoir à y penser, sans avoir à faire de planification. Système 2, c'est plutôt le type de tâche qu'on accomplit qui requiert toute notre attention et qui requiert de la planification. Et pour l'instant, la plupart des systèmes d'IA ne sont capables que de système 1, donc ça inclut les systèmes autorégressifs de LLM. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient capables de système 2, c'est-à-dire de planifier leurs réponses, un petit peu à la manière de l'architecture du système dont je parlais précédemment, mais je vais en parler un peu plus. Et puis la capacité à décomposer une tâche complexe en sous-tâches et planifier hiérarchiquement la solution ou l'accomplissement d'une tâche complexe. Donc, ce sont les 3 grands défis qu'on ne sait pas encore résoudre. Et pour ça, il faudrait une idée en tête. Donc, j'ai écrit un article un peu de vision à long terme d'où je pense que devrait se diriger la recherche en IA. J'ai donné plusieurs speeches là-dessus. Vous en voyez une version ici récente. Donc l'article est sur Open Review, il n'est pas sur Archive. J'attends de raffiner. Il a été publié il y a à peu près 1 an. Et c'est une architecture cognitive, comme on appelait ça dans le temps, qui permettrait en fait aux machines peut-être d'avoir des capacités de raisonnement, d'être contrôlables, d'être sécurisées, d'avoir des capacités de planification, etc. Donc voilà un petit peu le schéma à haut niveau de l'architecture. Une pièce centrale, c'est le modèle du monde en vert ici. Donc la manière dont ce système fonctionne, c'est qu'un système de perception
prend les entrées des capteurs, produit une estimation de l'état du monde, en tout cas de l'état local, qui peut être combinée avec une idée de l'état du monde stocké dans une mémoire à court terme ou une mémoire épisodique, un peu l'équivalent de l'hippocampe dans le cerveau des mammifères, par exemple. Donc, qui est une espèce de mémoire associative de grande taille, quoi, inscriptible. Et ces deux pièces d'information, en fait, sont données à un modèle du monde. Et ce que fait le modèle du monde, c'est qu'il essaie de prédire comment le monde va évoluer, simplement parce que le monde évolue, ou comme conséquence des actions que l'agent peut décider de prendre. Donc en jaune ici, c'est l'acteur qui va produire des séquences d'actions imaginées, les donner au modèle du monde qui va prédire ce qui va se passer dans le monde. L'état final prédit va être envoyé à un module de coût. Et ce module de coût va calculer le degré de succès ou d'insuccès de la tâche que doit accomplir le système. Dans ces fonctions de coût, il y a dans ce module de coût, il y a des fonctions multiples, des termes multiples qui sont combinés additivement, des coûts intrinsèques qui garantissent la sécurité du système, et puis peut-être d'autres choses qui empêchent au système d'autodétruire, des choses comme ça. Et puis des coûts entraînables qui caractérisent la tâche en fait à accomplir. Le but entier du système, par construction, est d'imaginer une séquence d'actions qui, après prédiction du résultat par le modèle du monde, va minimiser ses coûts. D'accord ? Donc le système est pilotable par ses coûts. C'est très similaire aux approches classiques de commande optimale, dans lequel on a une fonction de coût à minimiser, un modèle du système qu'on veut contrôler, et puis on fait l'inférence par minimisation du coût avec des méthodes diverses, d'une séquence de commandes en fait, qui va minimiser ce coût, très similaire. Une fois que le système a imaginé cette séquence d'actions, il produit la première ou les premières actions sur le monde, observe le résultat et recommence la planification. Donc il y a deux méthodes, deux modes d'utilisation d'un modèle de ce type-là. Un qui est le mode 1, similaire au système 1 de Daniel Kahneman en psychologie, dans lequel on observe l'état du monde, on le passe dans un encodeur qui calcule une représentation de cet état du monde, qui va directement dans un module qui produit l'action directement sans planification. Donc, en anglais, ça s'appellerait un réseau de policy network, qui produit une action directement sans raisonnement. Et puis le mode 2, donc les modèles autorégressifs, par exemple, marchent de ce type-là. Le X est l'observation de la question et des tokens précédemment produits, et on produit directement le token suivant par calcul feed-forward. Le mode 2 est un peu plus complexe. Je l'ai déjà esquissé. Donc, on observe l'état du monde dans les capteurs. On encode cet état du monde qu'on va peut-être combiner avec le contenu de la mémoire associative qui n'est pas représenté ici. Et ensuite, on va appliquer le prédicteur, c'est-à-dire le modèle du monde, en vert ici. Et le rôle de ce modèle du monde est de prédire l'état du monde à l'instant t+1 en fonction de l'état du monde à l'instant t et d'une action imaginée par le système. Donc on peut imaginer un épisode dans lequel le système imagine une séquence d'actions et imagine le résultat. Et on envoie ça à une fonction de coût, le module de coût que je représentais précédemment. Et par optimisation, à base de gradient ou de programmation dynamique ou NCTS ou autre chose, on essaie de trouver une séquence d'actions qui minimise le coût, tirant parti des prédictions produites par le modèle du monde. Alors, ce type de fonctionnement est complètement classique en commande optimale, hein, c'est ce qu'on appelle Model Predictive Control, MPC. Ça existe depuis le début des années 60 ou fin des années 50 si on est en Russie. Et puis, ça a été utilisé dans des modèles à base d'apprentissage relativement récemment, plutôt pour des problèmes de commande, pour des commandes de robots, la conduite automatique, des choses comme ça. Et puis un peu pour les jeux aussi. Il y a une manière en fait d'entraîner des policy networks en fait, à approximer les réponses obtenues par référence, telles que je
présenté précédemment, mais je ne vais pas en parler. C'est ce qui est utilisé un petit peu dans Mu0 de DeepMind. Mais à terme, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir des systèmes de ce type-là qui sont en fait hiérarchiques, c'est-à-dire qui puissent faire la planification hiérarchique. Donc, par exemple, si je prévois d'aller de Paris à Montpellier, ce que je dois faire, c'est tout d'abord aller à la gare et prendre un train. Donc, à un haut niveau, la fonction coût serait ma distance à Montpellier. Et puis, ma première action, qui serait en fait une variable latente, parce que ce n'est pas une vraie action, c'est aller à la gare. Et mon prédicteur de haut niveau ici prédirait, si je suis dans les bureaux de Meta à Paris et que je prends la ligne Tartampion, je vais me retrouver à la gare. Et puis, ma deuxième action va être de prendre un TGV pour Montpellier. Et donc, je peux prévoir en fait ces macro-actions qui ensuite déterminent une fonction de coût pour le niveau d'en dessous. Comment vais-je me retrouver à la gare? Pour me retrouver à la gare, il faut que je descende dans la rue et que je prenne le métro, ou que je descende dans la rue, que j'appelle un taxi ou un Uber, etc. Donc, des sous-actions, etc. On peut imaginer plusieurs niveaux comme ça et descendre jusqu'à un niveau très bas qui corresponde au contrôle des muscles millisecondes par milliseconde. Donc, toute planification chez les humains et chez les animaux, en fait, est hiérarchique. Et on ne sait pas faire ça à l'heure actuelle avec des systèmes intelligents. On sait faire la planification hiérarchique, mais à condition que les niveaux soient en fait faits à la main. C'est-à-dire que le type de représentation et de prédiction qui est fait à chaque niveau est construite à la main. Mais pour faire des systèmes capables d'apprentissage qui apprennent spontanément par eux-mêmes le type de représentation qu'il faut élaborer à chaque niveau, on ne sait pas faire encore. Donc ça, c'est un gros défi pour les années futures, faire des systèmes capables d'apprendre des modèles du monde, mais aussi de faire la planification hiérarchique. Donc j'ai déjà décrit la fonction de coût, qui est constituée donc de deux sous-modules, des coûts intrinsèques qui garantissent la sécurité du système, on peut le dire. Et puis c'est réflexe, d'une certaine manière, la nature du système. C'est là qu'on peut forcer le système à être soumis, par exemple, aux humains, à ne pas accomplir des tâches qui seraient dangereuses et autres. Et puis, par ailleurs, les critiques qui sont des termes de coût qui caractérisent la tâche à accomplir. Alors, comment construire et entraîner ce modèle du monde? Donc, par apprentissage autosupervisé, essentiellement par observation. Mais il y a un petit problème, c'est que si on entraîne un réseau de neurones simplement à prédire ce qu'il y a à droite à partir de ce qu'il y a à gauche, étant donné que le monde n'est pas déterministe, ou n'est pas, en tout cas, ne se comporte pas toujours de la même façon, ou qu'on n'a pas une observation complète de l'état du monde, on ne va pas pouvoir faire une seule prédiction. En fait, si on entraîne un réseau de neurones à faire des prédictions à partir de vidéos, que ce soit des vidéos naturelles comme en haut, ou des vidéos ici qui correspondent à une vue d'une autoroute, des voitures sur une autoroute, on obtient des prédictions qui sont floues. Et la raison pour laquelle les prédictions sont floues, c'est qu'il y a plusieurs prédictions possibles et le système ne peut pas déterminer laquelle des prédictions va effectivement se passer. Donc, il prédit en fait la moyenne de toutes les prédictions possibles, qui correspond à une image floue pour la vidéo et puis à des positions floues des voitures qui nous entourent pour la vidéo d'en bas. Donc, j'ai une solution à ce problème. Donc, il y a deux solutions. Une solution classique qui est des modèles génératifs probabilistes, donc des modèles dans lequel, donc imaginons que la variable x soit la variable observée et que la variable y soit la variable dont on veut capturer la dépendance par rapport à x. Avec un modèle génératif représenté à gauche, on rentre x dans un encodeur qui produit une représentation, et puis ensuite on la passe par un prédicteur ou un décodeur qui produit une prédiction de y. Le problème est que dans y, il peut y avoir un nombre de détails à produire qui est absolument gigantesque et qui sont en gros impossibles à prédire. C'est-à-dire que si si nous étions dans une salle de conférence et que je prenais une vidéo avec une caméra de l'audience et je déplaçais la caméra progressivement de la gauche vers la droite, de manière à ce que une partie de la salle soit révélée dans la vidéo, un système de prédiction vidéo ne pourrait pas prédire exactement qui est placé où, est-ce que sont des hommes et des femmes, quels sont leurs âges, la couleur de leurs vêtements,
leur coiffure, etc. Donc tous ces détails sont imprédictibles et donc nécessite en fait un prédicteur ici de représenter une espèce de distribution sur l'espace des possibles. Mais cet espace est de haute dimension puisque c'est l'espace de toutes les trames possibles de vidéos. Et en fait, on ne sait pas représenter des distributions de probabilité dans des espaces continus de haute dimension de ce type. Donc, ce que je propose, c'est l'architecture qui est à droite, que j'appelle Joint Embedding Architecture, donc architecture d'enchâssement joint, et qui consiste à passer non seulement X, mais aussi Y à travers des encodeurs, donc des réseaux de neurones, tout simplement, enfin, des systèmes entraînables, peu importe leur architecture, qui produisent des représentations de X et de Y, et on entraîne ensuite le prédicteur à prédire non pas Y, mais la représentation de Y. Donc la boîte en rouge ici est une erreur de prédiction. On peut voir ça comme une fonction de coût qui représente l'erreur de prédiction. Plus tard, j'appellerai ça une énergie. Et ça devient beaucoup plus facile parce que l'encodeur de Y peut se permettre d'éliminer des informations qui sont trop compliquées à prédire ou impossibles à prédire, parce que l'information n'est pas présente dans X. Ou qui sont par exemple du bruit ou des choses trop complexes à prédire. Donc ça rend le problème de prédiction beaucoup plus simple. On fait la prédiction dans l'espace de représentation. Maintenant, il y a un gros problème avec cette architecture, c'est que c'est un petit peu plus compliqué à entraîner que les architectures génératives parce qu'elles peuvent être soumises à ce qu'on appelle le collapse. Je ne sais pas quel mot utiliser en français pour l'équivalent. Mais avant que je parle de ça, il y a plusieurs types d'architectures de ce type-là, dont certaines existent depuis le début des années 90. Donc à gauche, ce qu'on appelle les réseaux siamois, dans lesquels les deux encodeurs sont forcés à être identiques. Donc ça existe depuis le début des années 90, un des articles 93. Et puis des architectures très similaires utilisées dans des systèmes tels que Perl, Moco, SimClear, Barlow Twins et Craig. Pour l'apprentissage de représentation d'images, par exemple. J'en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, l'architecture d'enchâssement joint avec prédicteur, avec prédiction, représentée ici, dont j'ai parlé précédemment. Et puis ensuite, une version un petit peu plus sophistiquée, Joint Embedding Predictive Architecture, que j'appelle JEPA, dans lequel le prédicteur peut se permettre d'avoir une variable latente qui pourrait représenter la multimodalité, enfin une espèce de multimodalité des prédictions de la représentation de Y. Donc de multimodalité résiduelle dans Y. Donc qui pourrait rendre la prédiction non déterministe grâce à la paramétrisation de la fonction du prédicteur qui, elle, est déterministe par une variable latente qu'on pourrait, par exemple, tirer dans une distribution et qui paramétriserait l'ensemble des prédictions possibles. Donc, trois architectures. Une architecture un petit peu plus générale ici, qui correspondrait en fait à une espèce de modèle du monde, dans lequel X correspond au présent et au passé, Y au futur qui doit être prédit, A correspond à une action qu'on prendrait dans le monde, et le prédicteur ici prédirait une représentation de l'état futur du monde. Mais bien sûr, la prédiction peut ne pas être déterministe, donc on paramétrise l'ensemble des prédictions possibles avec une variable latente Z, qu'on peut choisir dans un ensemble, grand Z. Et quand on l'a choisi dans cet ensemble, la prédiction parcourt un ensemble représenté par le S bleu à droite. Les fonctions de coût peuvent comprendre non seulement l'erreur de prédiction, mais aussi d'autres fonctions de coût auxiliaires qui pilotent le système pour le conduire à apprendre des concepts qu'on voudrait bien qu'il apprenne, comme par exemple se focaliser sur le mouvement ou certains types d'objets, etc. Donc ça, c'est une architecture un petit peu générale de JEPA. Et donc la question maintenant, c'est comment les entraîner. Et pour ça, je suis obligé de parler de ce qu'on appelle les modèles à base d'énergie. Parce qu'on ne peut pas en fait transformer ces modèles, ces JEPA, ces architectures JEPA, en modèles probabilistes. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle à base d'énergie, EBM? C'est un modèle qui capture la dépendance entre deux ensembles de variables, ici deux variables scalaires x et y, par une fonction d'énergie qui est censée prendre des valeurs faibles sur les points de données d'apprentissage et autour, donc sur la variété, par exemple, sur laquelle sont placés les points de données, et qui par contre prennent des valeurs plus grandes au-delà des régions où il y a des points de données. Donc en fait, c'est une idée qui consiste à remplacer une fonction explicite
qui calcule y à partir de x, par une fonction implicite, f de xy, à valeur scalaire, dont la sortie prend des valeurs faibles quand y est compatible avec x, et des valeurs élevées quand y n'est pas compatible avec x. On peut faire de l'inférence de x dans ces modèles. Si je donne une valeur de x, je peux demander au système de me donner une ou plusieurs valeurs de y qui minimisent l'énergie f de x et y par optimisation. Si la fonction est continue, je peux utiliser des méthodes à base de gradient, évidemment, continue et différenciable, ce qui est évidemment très désirable. Donc ça permet en fait de capturer des choses un peu plus compliquées que des relations simples, fonctionnelles entre y et x, à partir de fonctions implicites. Alors, les modèles probabilistes sont un cas particulier de ça, dans lequel la distribution de probabilité peut être vue comme exponentielle moins l'énergie normalisée, mais il n'est pas toujours possible de faire cette normalisation. Et donc, c'est pour ça que je m'en tiens au modèle à base d'énergie. Il y a deux méthodes pour entraîner ces modèles, deux types de méthodes, deux classes de méthodes. Alors déjà, il y a le problème du collapse dont je parlais précédemment, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec des énergies complètement plates qui valent zéro partout. La manière dont ça peut se passer avec un modèle de joint embedding, par exemple, c'est le système peut décider d'ignorer complètement x et y et de faire en sorte que sx et sy soient constants, et dans le cas du modèle à gauche, égal. Et ce système aurait une énergie donc, qui mesure la valeur de la fonction de coût en rouge, qui serait 0 tout le temps. C'est-à-dire x et y pourraient prendre n'importe quelle valeur, l'énergie serait 0 partout parce que sx et sy sont constants et égaux, et ignorent x et y. Donc on ne veut pas ce genre de collapse. Donc pour empêcher ce genre de collapse, il y a deux sortes de méthodes. Les méthodes contrastives qui consistent à produire les points verts là qu'on voit, dont le rôle va être qu'on va utiliser pour pousser vers le haut l'énergie qui sont données à ces points verts. Donc ces points verts ne doivent pas être des points de données, doivent être différents. On va pousser leur énergie vers le haut. Les méthodes de denoising autoencoder dont je parlais précédemment, avec lesquelles on pré-entraîne des modèles de langage, sont de ce type-là. Ce sont des méthodes contrastives. D'accord ? On prend un texte, on fait la corruption de ce texte et on l'entraîne à récupérer le texte complet. Et en fait, on peut voir ça, on peut interpréter ça comme une méthode contrastive. D'autres classes de méthodes sont les méthodes régularisées qui ont ma préférence en ce moment et qui consistent à en fait avoir un régulariseur qui minimise le volume d'espace qui peut prendre une énergie faible. Alors la manière de faire ça n'est pas évidente, mais je vais vous expliquer un certain ensemble de méthodes. Donc encore une fois, c'est deux classes de méthodes contrastives. Je n'aime pas trop les méthodes contrastives maintenant parce que quand la dimension de l'espace Y est trop grande, le nombre de points contrastifs qu'il faut produire pour faire en sorte que la fonction d'énergie prenne la bonne forme croît exponentiellement avec les dimensions de Y. Donc, à mon avis, ça va dans le mur. Par contre, les méthodes par régularisation, elles, essaient simplement de minimiser le volume d'espace qui prend de l'énergie basse. Donc, si on minimise l'énergie sur les points d'apprentissage, l'énergie va forcément augmenter à l'extérieur puisque le volume doit être minimisé. Alors, si j'essaie de résumer un petit peu tout ce que je recommande ici, c'est 3 ou 4 choses. La première chose, c'est abandonner les modèles génératifs. Alors, évidemment, si on veut faire la génération, on va utiliser les modèles génératifs. Mais pour ce qui est d'apprendre des modèles du monde, c'est d'abandonner l'idée qu'on va complètement prédire tout ce qui se passe dans le monde. On va prédire en fait des représentations de ce qui se passe dans le monde. Donc, abandonner les modèles génératifs au profit de ces architectures d'enchâssement joint. Abandonner l'idée qu'on va faire de la modélisation probabiliste, parce qu'ici, on ne peut pas transformer ce modèle à base d'énergie, donc l'énergie étant cette erreur de prédiction, on ne peut pas le transformer en une probabilité conditionnelle de y étant donné x, parce que ça nécessiterait d'inverser cette fonction de l'encodeur, ici. Et on ne peut pas le faire, simplement parce que l'encodeur, en fait, est fait pour éliminer l'information de y. Donc, pour chaque représentation SY, il existe tout un sous-ensemble, une collection de Y, en fait, qui correspondent à ce même SY, à cause du fait que l'encodeur compresse l'information, élimine de l'information. Donc, on ne peut pas transformer ça, en fait, en une distribution correcte
de P de Y étant donné à X en prenant l'exponentielle moins l'énergie et en normalisant. On ne peut pas normaliser. Donc, plus de modélisation probabiliste. Il faut en rester au modèle à base d'énergie. Et puis, abandonner les méthodes contrastives au profit de ces méthodes régularisées dont je vais parler dans une minute. Et puis aussi abandonner l'apprentissage par renforcement pour le contrôle parce que c'est trop inefficace. Alors, en quoi consistent ces méthodes régularisées pour ces architectures GEPA? Alors, l'idée de base est la suivante, c'est de en fait avoir un critère dont la minimisation va maximiser le contenu informationnel ou informationnel de représentations SX et SY. Donc, imaginez une fonction de coût qui est moins la quantité d'informations mesurée un petit peu comme on veut de SX, mesurée peut-être sur un batch de données. Donc, c'est un premier régulariseur. Un régulariseur similaire pour SY. Et puis, il faut aussi un régulariseur qui minimise le contenu informationnel de la variable latente Z, si on en a une. Alors ça, je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas trop de modèles avec variable latente pour l'instant. Mais je vais me concentrer sur des modèles avec ou sans prédicteur qui maximisent le contenu informationnel de SX et SY. Donc, une manière de faire ça, c'est tout simplement d'empêcher le collapse trivial qui fait que SX et SY deviennent constants. On peut empêcher ça. On utilise un critère ici qui calcule l'écart type, donc la racine carrée de la variance, de chaque composante du vecteur SX calculé sur un batch de données. Et la fonction de coût dit, donc ça c'est une charnière qui dit je veux que l'écart type soit plus grand que 1. Si l'écart type de chaque variable est plus grand que 1, je paye 0. Si elle est plus petite que 1, je paye linéairement. D'accord ? Donc ça empêche un collapse simple dans lequel ces vecteurs SX et SY sont constants. Alors malheureusement, ce n'est pas suffisant parce que les composantes de SX et SY peuvent décider d'être égales ou corrélées. Donc on ajoute un deuxième critère qui prend les termes hors diagonale de la matrice de covariance mesurée sur un batch des vecteurs SX et SY. Donc là, c'est écrit Vx et Y, excuserez temporairement. Et on va minimiser en fait le carré des termes de la matrice de covariance hors diagonale. Donc la collection de ces deux critères en fait force la matrice de covariance à être égale à l'identité. Et ce sont des critères d'apprentissage. Donc on rétropropage les gradients vers les poils encodeurs et on ajuste les poils encodeurs pour ce faire des deux côtés. Donc il y a un certain nombre d'articles qui proposent des méthodes de ce type-là ou similaires. Donc Barlow Twins qui sort de mon labo à faire, VCREG qui est un espèce de successeur de Barlow Twins, avec Adrien Barad qui est un étudiant résident à faire, co-dirigé par Jean Ponce et moi-même. Donc ça a été publié à Eclir. Et puis plusieurs améliorations, VCREG-L, etc. Et puis une méthode très similaire du laboratoire de YIMA à Berkeley, qui s'appelle MCR Squared, qui aussi a cette idée de matrice de covariance unité. En fait, ce n'est pas complet parce que minimiser la covariance entre des composantes de SX n'empêche pas que les composantes de SX en fait, soient dépendantes, mais avec des dépendances non linéaires. Et pour corriger ça, on fait passer SX par un réseau de neurones à plusieurs couches qui est entraîné comme le reste et qui en fait augmente la dimension de la représentation. Donc Vx est un vecteur de dimension plus grande que Sx. Typiquement, Sx fait dimension 2000, Vx va faire dimension 8000 ou quelque chose comme ça. Et on va appliquer le critère de variance-covariance à Vx. Et le résultat de ça va être de rendre les composantes de Sx plus indépendantes les unes des autres, en tout cas par paire. On a des théorèmes qui montrent que c'est le cas. Mais ce qu'on fait est quand même un petit peu cocasse parce que ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est de maximiser une borne supérieure au contenu informationnel contenu dans les représentations SX, en espérant que le vrai contenu informationnel suive. Ce qu'il faudrait, bien sûr, c'est avoir une borne inférieure du contenu informationnel et la pousser vers le haut pour pousser le contenu informationnel. Le problème, c'est qu'on n'a pas de moyen de mesurer une borne inférieure au contenu informationnel, malheureusement. En tout cas, je n'en connais pas. Alors ensuite, on utilise ces systèmes pré-entraînés de cette manière-là.
avec une architecture joint embedding. On élimine le module d'expansion, ou quelquefois qu'on appelle la projection. On utilise des représentations qui sortent de l'encodeur. On gèle les poids du réseau et on entraîne un classifieur supervisé au-dessus pour mesurer la qualité en fait, des représentations qui ont été extraites par apprentissage auto-supervisé. Et ça marche très bien. Donc, on peut obtenir des performances tout à fait raisonnables sur ImageNet, par exemple, en pré-entraînant de manière non supervisée sur ImageNet avec augmentation de données. Donc, les deux images qu'on présente au système sont une image originale d'ImageNet et une autre image qui est modifiée par scaling, translation, rotation, traficage des couleurs, etc. Enfin, tout un tas de choses. Et puis, on entraîne un encodeur en fait, à produire des représentations identiques pour ces deux images qui sont modifiées à partir de l'image de base. Donc, cette méthode VicReg là, dont je parlais, que j'ai décrite, marche très bien. Il y a d'autres méthodes qui marchent un petit peu mieux. Donc, SWAV qui sort des labos de FAIR aussi à Paris. Mais en fait, toutes ces méthodes sont extrêmement similaires. Tout ça dépend un peu des détails. Cette méthode n'est pas vraiment comparable parce qu'elle utilise une technique qui s'appelle multicrop. Donc, SWAV de base marche un petit peu moins bien. Mais une méthode qui est un peu moins compréhensible mais qui marche un petit peu de la même manière s'appelle BYOL, qui vient de DeepMind. Et puis, des performances en transfert, c'est-à-dire est-ce que les représentations apprises de manière auto-supervisée sur ImageNet peuvent être utilisables pour d'autres bases de données de vision comme Places 205, Pascal VOC, iNaturalist, Coco, etc. En fait, pour la segmentation, on a une autre architecture qui est une architecture un petit peu modifiée de VicReg, qu'on appelle VicReg-L, VicReg local, qui a une espèce de prédicteur qui permet en fait une espèce de warping des cartes de vecteurs de features pour apparier la représentation de l'image avec celle d'une autre image qui serait un petit peu déformée. Et donc ce système apprend des représentations en fait, qui sont un peu plus locales et qui marchent bien mieux pour la segmentation. On a des très bonnes performances en segmentation. Il y a une méthode un petit peu rivale développée à FAIR Paris qui s'appelle Dino V2, dont vous avez peut-être entendu parler, qui marche extrêmement bien aussi. Et une méthode un peu plus récente qu'on appelle IJPA, donc qui a été développée aussi à FAIR, mais avec une équipe qui est plutôt à Montréal, en collaboration avec moi, et qui est une architecture à la GEPA qui, elle, se base non pas sur l'augmentation de données, mais sur le masquage. Donc, on prend une image complète, on la passe par un encodeur qui produit une représentation de cette image sous forme d'une série de feature vecteurs, de vecteurs de représentation. Et puis, on passe la même image, mais masquée, donc une partie de l'image seulement, dans le même encodeur. Et puis ensuite, on entraîne un prédicteur, ou une série de prédicteurs, à prédire la représentation complète de l'image complète à partir des représentations de l'image partielle. Et ça marche extrêmement bien, c'est très rapide. Il y a diverses techniques pour empêcher collapse qui utilisent la réalisation de variance et puis d'autres méthodes de partage de poids. Et ça marche vraiment très bien. On obtient des performances, par exemple, sur ImageNet qui surpassent des méthodes génératives telles que les auto-encodeurs masqués, donc Denoising auto-encodeur, et qui sont très rapides en fait, à entraîner. Donc, on a beaucoup d'espoir dans le futur de ces méthodes pour l'apprentissage à partir de vidéos, par exemple. Donc, je ne vais pas vous embêter avec tous les détails de résultats, vous pouvez regarder ça dans les articles. Donc j'arrive à la dernière partie là, où comment utiliser tout ça pour un système intelligent qui est capable de planification et peut-être de planification hiérarchique. Et je ne peux pas vous donner de résultats parce qu'on n'a pas encore tout construit, mais on a des morceaux. Donc l'idée serait d'utiliser cette architecture de JEPA pour extraire des représentations de bas niveau d'abstraction, si vous voulez, pour faire de la prédiction à court terme. Donc prédire, par exemple, si je fais telle action musculaire, quelle va être la position de mon corps ou du robot dans 300 millisecondes. On peut avoir des modèles dynamiques qui sont appris ou qui sont construits à la main, qui va faire la prédiction à court terme.
est-ce que je peux faire qu'est-ce qui va se passer dans une vidéo, dans les quelques trames qui suivent? C'est probablement possible de faire une prédiction assez précise. Mais si je veux faire une prédiction à long terme, c'est-à-dire je prévois d'aller à Montpellier, où serais-je exactement dans une dizaine d'heures, par exemple, si je prévois d'aller à Montpellier? Bon, je serai probablement aux alentours de Montpellier, mais je ne peux pas prédire tous les détails de ce qui va se passer entre les deux. Donc là, il faut une représentation de l'état du monde qui est à haut niveau, donc beaucoup de détails sont éliminés, qui me permettent de faire une prédiction à plus long terme, avec moins de détails, mais aussi précise, compte tenu du niveau d'abstraction. Donc c'est avec des architectures JPA comme ça, empilées à plusieurs niveaux, qu'on peut se permettre de faire de la planification à long terme et de décomposer une tâche complexe en sous-tâches moins complexes. Alors on a expérimenté avec des architectures à la JPA, entraînées sur la vidéo. C'est encore un petit peu préliminaire, donc cet article est sur Archive, mais n'est pas encore publié. Ça s'appelle MC-JPA, Motion and Content JPA, qui est entraîné sur la vidéo, simultanément à extraire des bonnes représentations à partir de vidéos, c'est-à-dire à prédire ce qui va se passer dans une vidéo, mais aussi à extraire des représentations qui sont bonnes pour la reconnaissance d'objets, donc similaires à VCREG, tel que je l'ai décrit plus tôt. C'est une architecture compliquée que je ne vais pas décrire, mais qui en gros consiste à encoder une trame d'images avec un réseau convolutif, et ensuite d'essayer de prédire toutes les représentations internes à tous les niveaux, produite par l'application du même encodeur à une trame future de la vidéo. Et la manière dont le prédicteur est construit, il ne peut que appliquer des fonctions de déformation, de warping, en fait, des représentations qui sont des tableaux multidimensionnels, donc des warpings géométriques, pour produire le tableau multidimensionnel de représentation de la trame suivante. Donc, ce que fait ce système implicitement, en fait, c'est l'estimation de mouvement. Et c'est complètement auto-supervisé. Donc, il n'y a pas d'injection d'informations de qu'est-ce qui bouge, comment. On lui donne que la vidéo. Et il apprend à prédire en fait le mouvement. Ce sont des exemples de cartes de déplacement, en fait, où la couleur indique la direction. Avec MC-JPA, donc cette technique, et puis d'autres techniques rivales qui sont en fait spécialisées pour la détection de mouvement et pour le optical flow, en fait. Alors que la nôtre, en fait, produit des résultats qui sont bons à la fois pour la détection de mouvement et pour la reconnaissance. Donc voilà, des expériences un petit peu préliminaires avec un article que je vous invite à regarder. Et puis, à la fin, pourra-t-on construire des architectures hiérarchiques à partir de ce modèle qui vont nous permettre de faire de la planification hiérarchique pour décomposer des tâches complexes en tâches plus simples. Et je ne peux pas vous dire qu'on a quelque chose qui fonctionne que je peux vous montrer, mais donc des systèmes qui, à la fin, planifient leur séquence d'actions, que ces actions soient des actions dans le monde réel sur un robot, par exemple, ou des productions de texte. Et voilà. Donc, l'apprentissage auto-supervisé est quelque chose qu'il nous faut développer. Il nous faut une recette pour comprendre à partir de vidéos. La manière de gérer l'incertitude dans les prédictions, c'est avec les JPA et le cadre théorique des modèles à base d'énergie. Et puis, avec ça, on peut apprendre des modèles du monde par observation, aussi par interaction, bien sûr. Et on peut faire du raisonnement et de la planification par optimisation d'une séquence d'actions, optimisation d'une fonction d'énergie, d'une fonction de coût, par rapport à une séquence d'actions, peut-être de manière hiérarchique, et donc qui permettrait à des systèmes de faire du raisonnement et de la planification, et non pas d'agir instinctivement. Et voilà, je vais m'arrêter là, et puis répondre à vos questions s'il y a encore du temps. Oui, merci beaucoup, Yann. Oui, je comprends que tu veux bien nous consacrer encore un petit peu de temps. Donc, il y a quelques questions qui ont été mises en ligne déjà que je vais lire. Je vais plutôt lire les questions plutôt que de donner la parole à ceux qui les ont posées. Et puis après, s'il y a besoin de discuter, ils prendront la parole. Moi, ce que je veux dire juste d'abord, c'est que merci beaucoup. Tu dois avoir l'habitude, mais nous, on n'a pas l'habitude. Tu as éclaté les compteurs de nos séminaires scientifiques. On tourne à quelques dizaines, voire à un peu plus de 100 personnes des fois, mais là, au maximum, il y avait 330 personnes qui t'écoutaient. Donc, encore largement battu. Merci. Je voulais m'associer au remerciement de Bertrand au titre de Systemix également.
Et puis, par contre, tu as fait un petit peu de spoil pour notre prochaine journée scientifique trimestrielle qui se passe à Toulouse début juillet, puisque tu dis qu'il faut abandonner les modèles génératifs. Et notre journée est justement consacrée à ça. Donc, ça va être. Je pense que ta diapo qui dit ça va être bien pour moi pour faire l'introduction à la journée. Bon, alors, on va commencer par la question de François-Marie Le Sac qui date il y a une vingtaine de minutes. Comment génère-t-on, sélectionne-t-on les actions intéressantes à évaluer dans le modèle 2? On parle de système 1, système 2. Hein. Ou potentiellement, il peut y en avoir beaucoup. Oui, alors, bon, donc c'est la fonction de coût qui détermine le bien fondé d'une séquence d'actions, hein, enfin, qui va déterminer si une séquence d'actions remplit le but recherché. C'est entièrement mesuré par la fonction de coût. Donc, on réduit le problème de planification et de raisonnement à un problème d'optimisation. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui est intéressant, je pense, c'est que tout calcul peut être réduit à une optimisation. C'est-à-dire, ce modèle par lequel on essaie de faire la planification d'action et du raisonnement par minimisation d'une fonction de coût est Turing complet. Ça nous donne en principe, hein, en théorie, la complétude du calcul, alors que ce n'est pas du tout le cas de modèles autorégressifs, à cause du fait que les modèles autorégressifs en fait, consacrent un nombre d'étapes fixes à la production de chaque token. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de complétude de Turing, puisque le nombre d'étapes de calcul est fixe. Et il y a une borne maximum, déterminée par le nombre de couches du transformer, hein, qui est typiquement 96 ou 48, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est qualitativement différent. La possibilité de pouvoir produire des sorties par minimisation d'une fonction de coût est qualitativement plus puissante que la production autorégressive de tokens. Il y a une question de Marc-Emmanuel Desgraviers, mais que je pense qu'on peut sauter parce que tu y as un peu répondu dans la fin. Il demandait qui travaille sur cette architecture générale, est-ce qu'il y a seulement Meta? Mais tu nous as montré quand même des exemples d'autres systèmes, enfin des extraits d'autres systèmes qui sont sur des bouts de ton architecture, disons. Oui, alors, donc il y a des systèmes qui sont un petit peu similaires, disons qu'une philosophie un petit peu similaire, plutôt dans le contexte de la robotique, plutôt que dans le contexte du texte, par exemple. Un bon exemple, c'est les travaux d'Anijar Hafner, qui vient de finir son doctorat à l'Université de Toronto, mais en fait, il travaillait beaucoup avec les gens de DeepMind et de l'équipe de Berkeley, de Peter Abel et Sergey Levin. Donc lui, il a des modèles qu'au départ, il appelait Planet, et puis qu'ensuite, il a appelé Dreamer V1, V2, V3, qui font de la planification. Et c'est plutôt pour la commande de robots, en fait. Des systèmes aussi un petit peu similaires de Michal Valko et de ses collaborateurs à DeepMind. Donc Michal Valko est à Paris, hein, c'est un ancien de l'INRIA. Et il travaille sur un modèle qui s'appelle BioAOL Explorer, qui est un petit peu similaire. Donc, cette idée qui est une architecture à la JEPA, en fait, il n'appelle pas ça comme ça, mais c'est la même chose, et qui fait de la prédiction et qui permet de faire de la planification. Et puis, ils ont des techniques d'exploration pour entraîner ce modèle, pour essayer d'explorer des parties de l'espace d'état dans lequel les prédictions ne sont pas fiables, donc pour lequel il faut l'exploration, une espèce de critère intrinsèque de curiosité, en fait, pour que le système aille dans les coins de l'espace dans lesquels les prédictions sont peu fiables. Pas mal de travaux aussi à Berkeley là-dessus, donc les équipes de Sergey Levin et Peter Abel, quoique eux voient ça plutôt du côté reinforcement learning. Donc ils voient ça comme des méthodes d'accélération de reinforcement learning, en fait. Et en fait, quand on avait invité Yoshua Bengio à notre première journée annuelle il y a plus d'un an maintenant, il nous avait aussi présenté quelques idées qui n'étaient pas les mêmes que les tiennes, mais dans lesquelles il y avait aussi ce modèle du monde et puis des interactions, etc. Donc, il était aussi un peu là-dessus. Oui, on a un petit peu les mêmes motivations, même si les méthodes auxquelles on arrive sont différentes. Oui. Il y a une question de Pierre dont je ne sais pas le nom. Est-ce que dans les champs d'application des archives modulaires avec représentation du monde, la prédiction d'impact d'ensemble de solutions pour limiter le réchauffement climatique est applicable? Est-ce que j'ai pas... Oui, mais je pense que l'impact serait probablement minimal, c'est-à-dire que
Bon, en fait, il y a une longue réponse à ça, mais que je vais pas détailler. La longue réponse serait que si on pouvait effectivement entraîner des modèles du monde qui soient prédictifs au niveau de la planète, bon, c'est pas du tout mon sujet. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. En fait, c'est plutôt des techniques un peu différentes, mais qui utilisent l'apprentissage profond pour l'accélération de solutions d'équations dérivées partielles. Donc, qui permettent en fait d'appliquer des modèles de climat de très grande taille sur des grandes périodes qu'on ne peut pas faire avec les méthodes classiques de résolution d'EDP. Donc, en utilisant du deep learning, en fait, on peut accélérer la solution. Quelquefois même au niveau de l'univers complet, il y a des gens qui font ça pour la cosmologie, pour valider des théories de matière noire et autre chose. Donc ça permet peut-être de faire des modèles du climat, par exemple, qui seraient un peu plus précis et peut-être qui feraient des prédictions à plus long terme. Mais bon, ça utilise des méthodes quand même un petit peu différentes. Mais il y a un peu cette idée de faire la prédiction dans l'espace de représentation, etc. Il y a un utilisateur inconnu, donc j'ai du mal à lui passer la parole, qui me demande, dans le cerveau humain, alors c'est très différent comme question, dans le cerveau humain, il me semble que la conscience de soi et la représentation interne de son corps est une fonction importante. Oui. On a parlé de modèles s'inspirant du modèle humain. Y a-t-il des approches pour modéliser cette fonction de proprioception, c'est ça, hein? Oui. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais effectivement, un agent a besoin non pas seulement d'un modèle du monde, mais aussi d'un modèle du soi. Et en fait, tous les systèmes de commande optimale en robotique, par exemple, le modèle qu'on contrôle est un modèle du robot lui-même. Hein. C'est un modèle de la dynamique du robot qui est soit écrite à la main, soit apprise, soit écrite à la main avec quelques paramètres qu'on apprend, qu'on ajuste par essai. Donc effectivement, dans ce modèle du monde, il y a un sous-modèle qui est un modèle de soi. Et d'une certaine manière, le modèle de soi est beaucoup plus simple parce que la relation entre une action et le résultat sur le corps est, sinon déterministe, en tout cas relativement prédictible, ce qui n'est pas le cas pour le monde. Le monde fait ce qu'il veut et on n'a pas forcément le contrôle. Donc c'est d'une certaine manière un problème plus simple de modéliser, d'avoir un modèle de soi. Ensuite, il y a le problème de la conscience qui est complètement différent. J'en ai pas parlé, mais dans mon architecture ici, il y a un espèce de configurateur qui est un module en bleu là, qui est un petit peu au-dessus de tout le monde et qui est censé configurer tout le système pour résoudre une tâche, se concentrer sur une tâche. Et en fait, ce serait peut-être un module de ce type-là ou l'existence d'un module de ce type-là dans le cerveau humain et des animaux qui donnerait l'illusion de la conscience. C'est-à-dire, c'est un module qui en fait pilote et contrôle le reste du cerveau et donc donne l'impression qu'il y a en fait un moi au-dessus du reste de l'esprit. C'est peut-être ça qui donne l'illusion de la conscience. Je ne pense pas que la conscience soit quelque chose de particulièrement magique ou intéressant ou quoi que ce soit. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les humains, quand ils se consacrent à une tâche consciente, c'est-à-dire qu'ils utilisent système 2 avec planification et autres, ne peuvent accomplir qu'une seule tâche consciente à la fois. Pour tous les hommes. Bon. Et on peut faire tout un tas de choses subconscientes simultanément. Donc, si on est habitué à conduire, on peut conduire une voiture et puis parler en même temps à la personne à côté de nous. Donc, parler, c'est conscient, mais conduire, ça peut devenir subconscient. Tu sais qu'il y a quand même une grande discussion là-dessus sur le fait que les hommes ne font qu'une seule tâche à la fois, mais les femmes sont capables d'en faire plusieurs. C'est vrai, mais en général, elles sont subconscientes. Hein. En fait, il y aurait une bonne de quelqu'un qui écoute la radio en parlant au téléphone avec une copine et en repassant du linge. Hein. C'est un exemple un peu sexiste, je l'avoue. C'est une blague qu'on m'a déjà fait en réponse à cette hypothèse. Mais en fait, l'hypothèse vient du fait qu'on n'aurait dans le cerveau qu'un seul modèle du monde qui serait configurable pour la situation considérée, mais on n'en a qu'un seul. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut faire qu'une seule tâche consciente à la fois, parce que notre modèle du monde, en fait, est entièrement dédié à la tâche, est configuré pour la tâche par ce configurateur, et on n'en a pas deux. Et il y a un gros avantage, en fait, à n'en avoir qu'un, c'est qu'on peut partager la connaissance qui est compilée dans ce modèle du monde entre les tâches multiples en ne reconfigurant que la partie qui a besoin d'être configurée. Alors, il y a une question de Clément Argenty que tu dois avoir souvent, mais je pense que elle est bien pour tout le monde, parce qu'on en a discuté, je m'en souviens, il n'y a pas si longtemps que ça.
Cette planification et décomposition de tâches fait penser aux techniques à base de programmation logique qui exploitent la logique non monotone pour simplifier certaines tâches. Est-ce qu'il Oui. serait possible d'envisager des modèles hybrides data rule-based? Ah oui, donc c'est une question intéressante. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui travaillent sur les modèles hybrides neurosymboliques, etc. Je suis extrêmement sceptique, en tout cas dans leur forme brute, parce que je suis un fervent, comment dire, Adepte, défenseur? adepte, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci, des méthodes dans lesquelles tous les modules sont différenciables. Parce que ça permet d'abord d'être compatible avec l'apprentissage par descente de gradient, hein, la rétropropagation, et par ailleurs, des méthodes d'inférence aussi à base de gradient. Si on a des systèmes combinatoires, on est obligé d'utiliser des méthodes d'optimisation pour faire la planification, qui sont des méthodes de recherche d'optimisation combinatoire, et qui ne marchent que dans des cas assez restreints, souvent, et qui sont beaucoup plus chers, donc comme l'exploration d'arbres, et puis des recherches comme, je sais pas, les algorithmes d'unification qu'il y avait en Prolog et autres. Donc, c'est beaucoup moins efficace, et puis c'est pas compatible avec l'apprentissage par descente de gradient. Donc, je préférerais m'en tenir à des choses qui sont différentielles. Il y a une question de Patrice, mais je vais lui laisser la poser parce que comme il était pas loin de parler, enfin il a déjà parlé. Vas-y Patrice. Merci Bertrand. Moi j'avais une question un peu dans la lignée d'une question là, sur la conscience de soi, mais là c'est vraiment pour sortir du modèle. Je vais la lire telle que je l'ai écrite. Les modèles présentés tentent de reproduire le fonctionnement d'une intelligence humaine avec une vision relativement auto-centrée sur l'individu. Et je disais qu'un certain nombre de sociologues et psychologues, j'en cite deux, expliquent que l'intelligence collective est souvent supérieure à la somme des modèles du monde de chaque individu. Tout à l'heure, Oui. Yann, tu cherchais un mot, et c'est Bertrand qui te l'a poussé, il a dit adepte. Oui. Dans la communauté machine learning, est-ce qu'il y a des travaux sur ces approches de reproduction d'une forme d'intelligence coopérative, collective, qui intègre les interactions entre humains et qui construirait des représentations du monde à plus forte valeur ajoutée? Oui, oui, donc il y a des gens qui travaillent ou qui vont travailler là-dessus un petit peu sur intelligence collective ou multi-agent, enfin on appelle ça multi-agent plutôt, dans lequel les agents sont capables de communiquer les uns avec les autres. Certaines expériences intéressantes qui datent de plusieurs années dans lesquelles ces agents en fait finissent par inventer un langage pour communiquer, ce qui est assez intéressant. C'est en général dans des cas d'apprentissage par renforcement où on donne des tâches au système que les agents individuellement ne peuvent pas résoudre et sont obligés de collaborer ou de synchroniser en tout cas pour résoudre la tâche. Et on leur permet de communiquer. Les communications en général, c'est simplement un vecteur. Et ça s'est avéré très utile pour, par exemple, gérer des applications qui pourraient être pratiques, comme par exemple plusieurs voitures qui arrivent à un croisement et doivent négocier entre elles qui doit passer, qui doit freiner, etc. Et le système arrive à trouver des bonnes politiques et des solutions qui marchent assez bien, avec un minimum de communication entre les agents. Alors moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup pour l'instant, parce que ce que je voudrais, en fait, c'est tout d'abord avoir des systèmes qui peuvent développer tous ces modèles, capacité de planification, etc., au niveau d'un agent, parce qu'on ne sait pas le faire encore. Et ensuite, rajouter l'interaction, peut-être par le langage, entre des agents, à mon avis, sera relativement simple à partir de ça. Mais on n'a pas encore des agents qui sont vraiment d'intelligence individuelle, disons, suffisante. Donc, et puis, il y a tout un tas d'animaux qui deviennent très intelligents sans jamais rencontrer leurs parents et sans jamais interagir avec d'autres animaux de leur espèce. Un bon exemple, c'est les poulpes. Les poulpes, dès qu'ils éclosent, la mère qui s'occupe jusque-là meurt. Donc, ne rencontrent jamais leurs parents. Le père, en général, meurt avant ça. Et puis, sont grands comme ça. Et puis, grossissent. Ont très peu d'interactions sociales. Sont en général assez territoriaux. Donc, même l'intelligence individuelle est quelque chose qu'il faudrait pouvoir expliquer. Alors, super. Est-ce que tu peux encore rester 5 minutes? Il y a quelques questions encore dans la file d'attente. C'est bon? Oui. Alors, une question de Dimitrou Potov d'INRIA. Les travaux
exposé présage d'une utilisation de modèles post-LLM dans le transport autonome, par exemple planification de mouvement. En quelle mesure est-ce raisonnable, étant donné la complexité des algorithmes impliqués? C'est un peu comme si on mettait aux commandes des super-humains sans qu'ils soient responsables juridiquement. Ah non, à la fin, de toute façon, c'est toujours des humains qui sont responsables juridiquement, hein, qu'ils soient les concepteurs ou les distributeurs de ces systèmes. Il y a toujours une responsabilité humaine à la fin. Maintenant, savoir si est-ce que ces systèmes fonctionneront bien, c'est-à-dire il va falloir pouvoir les tester si on les utilise comme pilote automatique dans les voitures. Pour l'instant, les systèmes de pilotage automatique dans les voitures, les seuls qui fonctionnent à peu près au niveau 5, donc, par exemple, les systèmes de Waymo et Cruise, qui sont déployés dans l'ouest des États-Unis, en fait, fonctionnent simplement parce que, enfin, pas simplement, sont d'abord une quantité d'engineering dedans qui est gigantesque, ont des capteurs dans tous les coins, c'est-à-dire il y a des lidars partout autour de la voiture, ont des cartes extrêmement précises de tous les domaines dans lesquels les voitures sont autorisées à conduire, qui ont été construites au préalable, et puis des systèmes construits à la main pour piloter le comportement quand on arrive à un croisement, quand on doit changer de fil, etc. Donc c'est tout fait à la main. Il serait beaucoup plus rationnel à la fin d'avoir un système qui, en fait, puisse apprendre tout ça, peut-être en une vingtaine d'heures de pratique, comme les adolescents. Et pour l'instant, on n'a pas du tout les techniques ou les architectures d'apprentissage qui seraient capables de ça. Ces systèmes sont très souvent entraînés aussi, particulièrement pour la perception. Donc, des quantités énormes de données sont collectées pour entraîner le système de perception, de détection de vélos, de piétons, d'obstacles, de voitures, etc. Alors que les humains peuvent faire ça avec quelques heures de pratique. Donc c'est clair qu'il nous manque quelque chose d'assez essentiel en fait pour faire des systèmes fiables, aussi fiables que les humains, et on peut espérer beaucoup plus fiables en fait à la fin, mais qui ne requièrent pas autant de données que les systèmes actuels. On peut aussi se référer au système autorégressif, au LLM autorégressif. La quantité de données sur laquelle ils sont entraînés à l'heure actuelle correspondrait à environ, pour une personne qui lirait 8 heures par jour à vitesse moyenne, il faudrait 22 000 ans, je crois, pour lire les 1400 milliards de tokens qui sont utilisés pour entraîner Llama, par exemple, le modèle open source de FAIR. Donc oui, ces systèmes peuvent être super intelligents dans certains domaines assez étroits ou en tout cas de manière superficielle. Mais la quantité de données qu'il faut pour les entraîner est incroyable. Si on réduit, en fait, si on réfléchit un petit peu au nombre d'heures à laquelle un enfant est exposé avant d'apprendre à parler correctement, et qu'on se dit, à cette vitesse-là d'exposition au langage, combien il faudrait pour écouter ou lire 1400 milliards de tokens, c'est l'ordre du million d'années. Mais je permets une interruption, juste une question. Ce n'est pas un peu l'objectif pour un système de transportation qui se doit d'être sûr de ne pas être un humain, de ne pas être comme un humain, mais d'être justement entraîné plus sur plus de données de manière un peu exhaustive pour la sûreté et non pas pour être humain? Oui, mais à condition que le système puisse exploiter ces données et extraire au moins autant d'informations pertinentes de ces données. Et force est de constater que pour l'instant, les systèmes d'apprentissage, en fait, ne peuvent pas exploiter les données avec autant d'efficacité que les humains, à cause du fait qu'ils n'ont pas une compréhension très profonde du fonctionnement sous-jacent du monde, de la physique intuitive, etc., quoi, de l'expérience du monde. Comment apprend-on, par exemple, que le monde est tridimensionnel, qu'un objet ne peut pas se dématérialiser et se rematérialiser à un autre endroit comme ça spontanément. On apprend tout ça dans les premiers mois de la vie et aucun système à l'heure actuelle en fait n'apprend ce genre de choses qui est très élémentaire. Juste un tout petit point. Je me demande si ton calcul des 22 000 heures, là, il n'est pas sous-estimé parce que les 22 000 ans, pardon. Parce que il n'y a pas des cas où les 1400 milliards de données sont lus plusieurs fois par le système? Non, en fait, les LLM modernes, très souvent, on passe qu'une fois sur les données. Se passe.
Une seule page. Alors, Oui, on n'a pas le temps, en fait, ça prend déjà 3 semaines, donc oui. bon, un mois. Les 3 questions suivantes, on monte un petit peu dans les niveaux. Voilà. Donc, une question de François-Paul Servant. Non, pardon, de Fauzi d'abord. Fauzi Adjen. Le fait de réduire à l'apprentissage de tâches simples pourra-t-il réduire l'instabilité des modèles et avoir des modèles robustes by design ou inversement une sorte d'effet papillon? Je pense que la correction de l'effet papillon dont j'ai parlé, en fait, dont sont victimes les modèles autorégressifs, et les problèmes de fiabilité, à mon avis, devraient être résolus par des systèmes capables de planification qui optimisent les fonctions de coût au moment de l'inférence. C'est-à-dire qu'à cause du fait que le système minimise les fonctions de coût au moment de l'inférence, il ne peut pas dévier des contraintes qui sont imposées par ces fonctions de coût. Et c'est ce qui garantirait en fait la fiabilité et la sécurité du système. Donc je pense que c'est par là c'est dans ce genre d'architecture que seront basés les systèmes intelligents du futur. Encore une fois, je ne peux pas vous donner d'exemple aujourd'hui de systèmes basés sur la planification comme ça, enfin par minimisation d'objectifs, qui marchent aussi bien que les systèmes autorégressifs pour le texte, par exemple, mais ça va venir. Et en fait, j'ai une prédiction, c'est que d'ici 5 ans, personne, en tout cas personne de raisonnable, ne voudra continuer à utiliser les modèles autorégressifs parce qu'ils ne sont pas pilotables, ils sont très difficiles à ajuster, etc. Donc, à mon avis, on en reviendra à des modèles capables de planification par minimisation d'objectifs. Tel qu'évolue la réglementation européenne, de toute façon, ils vont être en gros interdits puisqu'on ne sait pas prédire certaines choses dessus. Hein. Et la réglementation européenne, telle qu'elle évolue là, elle est enfin, je ne sais pas si elle va prendre effet, mais elle est assez sévère sur ce plan-là. Ouais, Bon. je pense pas qu'elle prendra effet si elle interdit effectivement l'utilisation de LLM autorégressifs parce que les gens le veulent. Les gens veulent l'utiliser, l'industrie veut l'utiliser. Ces systèmes sont utiles, hein, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont utiles. Non, mais elle n'interdira pas, mais elle mettra des exigences pour les systèmes, disons, qu'ils appellent haut risque, qui sont difficilement satisfaisables. C'est comme ça qu'on dit. On verra. Oui, mais je connais pas la législation dans les détails, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce genre de réglementation s'appliquait plutôt au système critique, c'est-à-dire dans lequel et en fait, il y a beaucoup d'applications pour les personnes et qui dépendent de textes, donc qui vont être qualifiées de haut risque, tu verras. Oui, et par exemple, une petite entreprise française qui s'appelle Nabla, qui est en fait un spin-off de FAIR, utilise des LLM autorégressifs pour aider les docteurs à écrire des rapports d'examen médical. Alors, évidemment, à la fin, le rapport doit être écrit par la personne, et c'est la personne qui est responsable, mais ça économise du temps. Bon, est-ce que ça rentre sous le coup de la… Évidemment, c'est critique comme application, mais est-ce que ça rentre sous le coup de la législation? Le fait de mettre une supervision, un contrôle humain par derrière, fait que ça peut passer. Oui, enfin, l'humain est responsable à la fin. Hein, oui, c'est un peu comme la même différence qu'avec l'assistance à la conduite et la conduite autonome. C'est-à-dire que on a tout un tas de systèmes dans les voitures maintenant qui font l'assistance à la conduite, hein, niveau 2, niveau 3, pas niveau 5. Et niveau 5, on peut avoir un système complètement autonome qui n'a pas de supervision humaine, mais niveau 2, niveau 3, on est censé garder les mains sur le volant à tout instant. Et pour les systèmes d'assistance à l'écriture, c'est un peu niveau 2, niveau 3, il faut garder les mains sur le clavier à tout instant. On ne peut pas les laisser juste produire du texte. Alors, une question de François-Paul Servant. Lorsque vous êtes venu chez Renault il y a quelque temps, je vous ai entendu dire que les machines autonomes auront des sentiments, c'est inévitable. Oui. Parce qu'on les aura programmés pour qu'il en soit ainsi, ou bien ces sentiments apparaîtront-ils comme une propriété émergente? Non, c'est une conséquence de l'architecture en fait, que j'ai présentée. C'est-à-dire que si on a des systèmes qui procèdent par planification et optimisation d'objectifs, ce qu'il va falloir, c'est que ces systèmes soient capables de prédire à l'avance quel va être le résultat d'une séquence d'actions. On ne peut pas toujours prédire, donc par exemple quand on joue une partie d'échecs ou quelque chose comme ça, on ne peut pas prédire exactement si on va gagner ou perdre, mais on peut avoir une estimation de la qualité de la position de l'échiquier. Donc pareil, si on veut accomplir une tâche physique, on peut estimer si une manière particulière de l'accomplir va aboutir à un bon résultat ou un faux résultat. Donc ce qu'on a en tête, c'est en fait
une possibilité, ces fonctions critiques dont je parlais, les fonctions de coût critiques, qui peuvent prédire à l'avance quelle va être la qualité d'un résultat. Et si on a cette capacité de prédire ce qui va se passer et de savoir si ce qui va se passer est bon ou mauvais, dangereux ou pas, on a nécessairement des émotions. Donc, parce que les émotions, en fait, c'est une anticipation d'un résultat très souvent. C'est soit une valeur d'une fonction de coût immédiate. Donc, par exemple, on vous pince, ça vous fait mal. Vous mettez votre main au-dessus d'une flamme, ça brûle. Ça, c'est un sentiment immédiat. Donc, il n'y a pas besoin de prédiction pour ça. Donc, ça fait partie de ces fonctions de coût intrinsèques, en fait, qui peuvent garantir la sécurité du système. Mais il y a aussi les fonctions de coût qui prédisent à l'avance, qui essaient de prédire si le résultat va être bon ou pas. Et celles-là, en fait, on peut les voir comme l'équivalent de calculer des émotions. La peur, c'est l'anticipation d'un résultat négatif auquel on peut peut-être quelque chose. La résignation, c'est la prédiction d'un résultat négatif auquel on peut rien. Et puis, au contraire, l'excitation et l'anticipation d'un résultat positif grâce à nos actions. Donc, ces machines qui sont pilotées par des objectifs auront des émotions. C'est une conséquence de l'architecture. Alors, il nous reste 2 questions. Je vais les faire prendre dans l'ordre inverse parce que je voudrais laisser la dernière question à Habib. Mais donc, Raphaël, tu peux prendre la parole pour expliquer ta question? Ou tu préfères que je la lise? Vas-y, Raphaël. Oui. Vas-y, on Allô, t'écoute. vous m'entendez? Oui, pardon, j'ai un Oui. problème. J'avais une question et c'était sur le slide où on voyait le développement, enfin, des capacités qui arrivaient progressivement au cours des premiers mois du développement. On voit qu'il y a une montée un petit peu en complexité à la fois perception et des actions. Et en fait, on sait que c'est accompagné d'aides, entre guillemets, qui viennent de primitives motrices, par exemple, qui se développent avec des articulations qui peu à peu aussi vont se développer, ou alors la vision qui au début est très floue, avec on ne voit pas très loin, avec une fovea réduite, etc. Est-ce que cette approche, elle est envisagée de simplifier, on va dire, et de libérer progressivement des degrés de liberté, ou voilà. Et de manière plus générale, voilà, j'interrogeais sur les points d'accroche avec les théories sensorimotrices, par exemple celle de Kevin Regan que je connais bien, donc dans laquelle l'action et donc la capacité d'action a une place prépondérante, donc dans la capacité même à percevoir. Oui, absolument. Oui, donc, et puis effectivement, il faudrait, si on veut entraîner un robot, par exemple, à faire des tâches comme ça, il faudrait au départ faire en sorte que les actions qu'il prend ne lui permettent pas de s'autodétruire, hein, ou de faire des actions en fait qui vont trop loin et qui cassent sa propre mécanique. Donc, et puis peut-être effectivement des primitives de base qui permettent au système de spontanément explorer l'espace, son espace d'état, sans avoir à faire de l'exploration complètement aléatoire, avoir des fonctions de coût intrinsèques qui sont construites dans le système pour le conduire à apprendre certains comportements, pour piloter un petit peu sa capacité à aller dans certains coins de l'espace d'état. Donc, par exemple, il est très probable qu'il y ait une fonction de coût intrinsèque chez les humains qui conduise les jeunes enfants un peu avant 1 an à être très contents s'ils se tiennent debout. Parce que c'est une étape intermédiaire à l'apprentissage de la marche. Donc, il y a probablement une fonction de coût qui pilote ça, qui conduit les enfants à vouloir en fait se tenir debout et être satisfaits quand ils y arrivent. Il y a probablement aussi des critères agentiques. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là en français, mais qui, par exemple, nous donnent une préférence pour être dans des positions qui nous dans des coins de l'espace d'état, en fait, dans lesquels on a beaucoup d'actions possibles. Il y a en fait tout un tas de théories là-dessus en neurosciences et tout un tas de choses. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup d'engineering à faire dans les fonctions de coût et dans les primitives de base qui feront que ces systèmes pourront apprendre ce qu'on veut qu'ils apprennent et n'ignorent pas des détails de l'environnement, en fait, un peu par accident. Donc, par exemple, c'est clair que la plupart des animaux ont une tendance très poussée à prêter attention préférentiellement à des choses qui bougent, plutôt que des choses qui sont statiques. Parce que, pour
apprendre la plupart des tâches, apprendre la vision, et puis détecter des prédateurs ou des proies, c'est probablement très utile. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qu'il va falloir imaginer, et pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas idée. Alors justement, donc dernière question de Habib, d'Enrique Davigula et Amadou Bouakar. Et on va conclure là-dessus, pouvez-vous nous donner votre vision sur les transformations majeures que va impliquer cette évolution rapide de l'IA et ses impacts dans le monde, par exemple d'ici à 2030 déjà? Oui, alors bon, on ne sait pas répondre à la question de savoir en quelle année aura-t-on des systèmes intelligents qui ont un petit peu le niveau de l'intelligence humaine. Effectivement, beaucoup de gens y travaillent, y compris ici à faire. Bon, suivant des plans un petit peu similaires à celui que j'expose ou d'autres, hein, il y a des avis très différents sur la question. Est-ce qu'on fera des progrès significatifs d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est un petit peu difficile à savoir parce que les problèmes apparaissent toujours plus faciles qu'ils ne le sont en fait. C'est-à-dire les choses en général sont plus compliquées que ce qu'on pense. On voit les premiers obstacles à franchir, mais on ne sait pas combien il y a de montagnes à monter, à escalader après. Elles nous sont cachées pour l'instant. Donc c'est un petit peu difficile de prédire. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que plus les systèmes intelligents vont augmenter en généralité et en puissance, plus ça va avoir un gros impact sur la société. Beaucoup de gens s'en inquiètent. Moi, je ne suis pas inquiet du tout, au contraire, parce que je pense que ces systèmes vont en fait amplifier l'intelligence humaine et vont en conséquence conduire à une espèce de renouveau, de renaissance, enfin, un petit peu comme au siècle des Lumières avec l'imprimerie, etc. Donc, multiplier l'intelligence humaine, c'est intrinsèquement bon. Il y a bien sûr toujours des dangers qui sont attachés à ça. Je ne partage pas du tout les inquiétudes de mes chers collègues et amis Yoshua Bengio et Jeff Hinton, qui récemment se sont prononcés sur le fait que les systèmes intelligents et super intelligents pourraient être extrêmement dangereux pour la démocratie, la désinformation, peut-être même un risque existentiel pour l'humanité. J'y crois absolument pas. En fait, je crois que la majorité de la communauté de recherche, en particulier en IA, n'y croit pas non plus. Mais c'est un petit peu la majorité silencieuse, malheureusement. Donc les gens les plus expressifs et vocaux sur les réseaux sociaux sont malheureusement ceux qui font des prophéties d'extinction, ce qui est un petit peu dommage. Donc j'ai commencé à essayer de les contredire récemment, y passer un peu de temps, ce qui est un petit peu user le soleil, mais je pense que c'est nécessaire parce que ça fait peur aux gens. Les gens ont peur pour rien. C'est un risque qui existe au même titre que le risque de s'écraser quand on prend l'avion. Mais grâce à l'ingénierie, etc., le transport aérien est incroyablement fiable et on peut imaginer des milliers de scénarios catastrophes où un turboréacteur tombe en panne, explose ou je ne sais pas quoi, ou prend feu. Mais force est de constater que c'est incroyablement fiable grâce aux efforts d'ingénierie qui ont été mis dedans. Et je pense que pour l'IA, ce n'est pas différent. On va faire des systèmes, on va expérimenter, on va voir s'ils sont pilotables ou pas. S'ils ne le sont pas, on ne va pas les déployer. Et s'ils le sont, on va les déployer un peu plus. Et puis, on aura des méthodes, en particulier avec les architectures que je propose, où on peut avoir des fonctions de coût que le système ne peut pas violer par construction. On peut mettre dans ces fonctions de coût tout un tas de mesures de sécurité qui empêcheront qu'ils partent dans les choux. Il y a aussi cette idée fausse que les systèmes intelligents nécessairement voudront dominer l'humanité. C'est complètement faux, c'est un contresens total. Il n'y a pas de liaison directe entre le niveau d'intelligence et la volonté de dominer. C'est quelque chose qui n'existe même pas chez les humains en plus. Donc, ce n'est pas les plus intelligents d'entre nous qui veulent être le chef. Alors, est-ce que tu peux quand même prendre une petite dernière? Il y a Redayash qui dit allez, la petite dernière et ensuite on peut aller déjeuner. D'accord. Vous avez beaucoup parlé de performance, mais en tant que spécialiste de cybersécurité, j'ai envie de vous poser une question sur la confiance. Alors, c'est normal quand même, on est dans un séminaire confiance.ai. Quel gage de confiance offrent les approches que vous aviez présentées, les géants d'Amenic Architecture, et comment faire en sorte qu'elles soient de confiance et sécurisées by design? Alors,
Les JPA en particulier, il n'y a pas particulièrement de confiance à avoir, autre que pour les autres systèmes d'apprentissage. Par contre, l'architecture complète que j'ai présentée, qui produit des sorties par minimisation de coûts, celle-là est bien plus digne de confiance que la plupart des systèmes d'IA à l'heure actuelle, qui ne minimisent pas de coûts à l'inférence, mais qui minimisent un coût à l'apprentissage, mais on n'a pas de garantie que ce coût soit aussi minimisé à l'inférence. Donc, à mon avis, c'est en fait un moyen de rendre ces systèmes stables, et pilotables et disons, méritant notre confiance, de faire en sorte qu'ils minimisent ces coûts à l'inférence. Écoute, ça va nous donner peut-être l'occasion de discuter un jour, quand on commencera à construire Confiance.IA numéro 2, de voir Voilà. si tu pourrais, avec ces idées-là, contribuer à améliorer tous nos systèmes. Yann, je te remercie vraiment énormément. Bon, là, il y a une bonne moitié des gens qui sont partis déjeuner, mais on a été donc très nombreux à t'écouter, avec un grand plaisir. Et j'espère que ça sera renouvelé. En tout cas, j'ai l'impression que les questions n'étaient pas inintéressantes non plus. Oui, Donc, intéressant. voilà. Patrice, tu veux dire quelque chose? Oui, non, je voulais renchérir sur toi pour te remercier, Yann, pour ta disponibilité, réponse aux questions, la qualité de la présentation, assez éclairante et intéressante sur l'avenir. D'accord, c'était un plaisir pour moi. Et merci Bon à tout appétit le à monde tout d'avoir le assisté. monde. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.